Le 23 août 1944. Paris brûle. Les flammes engloutissent le Grand Palais, transformant le symbole de la Belle Époque en un brasier orange qui illumine le ciel nocturne comme un soleil de mort. Des explosions résonnent à travers les rues pavées. Le pont Alexandre III vient de sauter, ses arches dorées s'effondrant dans la Seine avec un rugissement métallique qui fait trembler les fenêtres à 2 kilomètres à la ronde. L'Opéra Garnier est miné. La Tour Eiffel est câblée avec assez d'explosifs pour la réduire en ferraille tordue. Le Louvre, avec ses trésors de millénaires, attend son exécution programmée pour l'aube. Ce n'est pas un bombardement allié. Ce n'est pas un accident de guerre. C'est une démolition systématique, méthodique, calculée. Une destruction orchestrée personnellement par Adolf Hitler lui-même, qui a donné un ordre absolu à son gouverneur militaire de Paris, le général Dietrich von Coltitz. Paris ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, ou alors comme un champ de ruines. Dans 12 heures, à 6 heures du matin le 24 août, la plus belle ville du monde cessera d'exister. 3000 ans d'histoire humaine, d'art, d'architecture, de culture, réduits en gravats et en cendres. 700 000 civils parisiens, piégés dans la ville par les blockades allemandes, périront sous les décombres ou dans les incendies qui suivront les explosions massives. Et dans un petit appartement du 7e arrondissement, à exactement 847 mètres de la Tour Eiffel condamnée, une femme de 32 ans nommée Marie-Madeleine Fournier plie des draps hospitaliers tachés de sang. Ses mains tremblent légèrement. Pas de peur, d'épuisement. Elle travaille comme infirmière auxiliaire à l'hôpital Lariboisière depuis juin 1940, soignant les blessés français et, sur ordre allemand, les soldats de la Wehrmacht. 16 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 4 ans. Ce que les Allemands ne savent pas, ce qu'aucun de ses collègues ne soupçonne, ce que même sa propre mère ignore, c'est que Marie-Madeleine Fournier n'est pas seulement une infirmière. Elle est l'agent 47 du réseau de Résistance Alliance, le réseau d'espionnage le plus efficace de la France occupée. Et dans les prochaines 11 heures, cette femme qui a quitté l'école à 16 ans pour aider sa famille pendant la crise économique, qui n'a jamais reçu une seule journée de formation en cryptographie ou en renseignement militaire, va accomplir quelque chose que tous les services secrets alliés combinés ont échoué à faire pendant 4 ans de guerre. Elle va déchiffrer le plan complet de destruction de Paris, identifier l'emplacement exact de chaque charge explosive dans la ville, et transmettre cette information aux Alliés à temps pour sauver la capitale française de l'anéantissement total. Mais pour comprendre comment c'est possible, comment une simple infirmière a réussi là où des centaines d'agents entraînés ont échoué, nous devons revenir en arrière. Pas de quelques heures, mais de 4 années. Au jour exact où tout a commencé, 14 juin 1940. Les tanks Panzer allemands roulent sur les Champs-Élysées. Marie-Madeleine, alors âgée de 28 ans, observe depuis la fenêtre de l'hôpital Lariboisière son tablier blanc taché du sang des soldats français blessés pendant la débâcle. Elle serre les poings si fort que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Mais elle ne pleure pas. Pas encore. Elle n'a pas le temps. Il y a trop de blessés qui attendent. Marie-Madeleine est née en 1912 à Clichy, une banlieue ouvrière au nord de Paris. Son père, Édouard Fournier, était typographe dans une imprimerie de journaux. Sa mère, Jeanne, prenait du travail de couture à domicile pour compléter le maigre salaire familial. Ils vivaient dans un appartement de 2 pièces, sans eau courante, où Marie-Madeleine partageait un lit avec ses 2 sœurs cadettes. À 16 ans, en 1928, Marie-Madeleine a quitté l'école pour travailler comme vendeuse dans un grand magasin du boulevard Haussmann, 12 heures par jour, debout derrière un comptoir de mercerie, à vendre des rubans et des boutons à des bourgeoises parisiennes qui gagnaient en une journée ce qu'elles gagnaient en un mois. Mais Marie-Madeleine avait quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Une mémoire photographique extraordinaire. Elle pouvait regarder une cliente une seule fois et se souvenir de son visage des années plus tard. Mémoriser des listes de prix de centaines d'articles sans jamais les écrire. Réciter des conversations entières mot pour mot, des semaines après les avoir entendues. Au début, elle pensait que tout le monde était comme ça. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a réalisé que son cerveau fonctionnait différemment. En 1936, elle devient infirmière auxiliaire, travaillant d'abord dans un dispensaire de quartier, puis à l'hôpital Lariboisière. Elle n'a pas de diplôme médical formel, juste une formation de 6 mois. Mais elle est compétente, dévouée, et surtout elle passe inaperçue. Dans un hôpital, les infirmières sont invisibles. On ne les regarde pas vraiment. On ne se méfie pas d'elles.
Elles sont juste là, comme les murs, comme l'air. Cette invisibilité va devenir son arme la plus puissante. Septembre 1940. 3 mois après l'occupation allemande, Marie-Madeleine est contactée par un homme qu'elle ne nomme jamais dans ses mémoires d'après-guerre. Il l'appelle simplement le Contact. Il appartient au réseau Alliance, fondé par un officier de marine nommé Georges Loustonneau-Laco. Le réseau a besoin de gens qui peuvent circuler librement, observer sans être remarqués, mémoriser des informations sans les écrire. Des gens ordinaires dans des positions stratégiques. Vous travaillez dans un hôpital où les officiers allemands sont soignés, dit le Contact. Vous les voyez quand ils sont vulnérables, quand ils baissent leur garde, quand ils parlent entre eux sans penser que quelqu'un écoute vraiment. Nous avons besoin de savoir ce qu'ils disent. Marie-Madeleine accepte sans hésitation, pas par sens du patriotisme grandiloquent, pas pour jouer à l'héroïne, mais parce que 3 semaines plus tôt, elle a soigné un soldat français de 19 ans qui était en train de mourir d'une infection généralisée. Il l'avait supplié, faites quelque chose, n'importe quoi, ne les laissez pas gagner. Il est mort cette nuit-là, tenant sa main. Elle lui avait promis qu'elle ferait quelque chose. Maintenant, elle tient sa promesse. Pendant 3 ans, de 1940 à 1943, Marie-Madeleine est une espionne parfaite, précisément parce qu'elle ne ressemble en rien à une espionne. Elle ne pose jamais de questions directes. Elle ne fouille pas dans des dossiers. Elle ne prend jamais de notes visibles. Elle fait juste son travail. Elle change les pansements. Elle distribue les médicaments. Elle vide les bassins. Et pendant qu'elle fait tout ça, elle écoute. Les officiers allemands blessés parlent. Ils parlent beaucoup. Quand on est couché dans un lit d'hôpital, loin du front, avec une jambe cassée ou une infection pulmonaire, on s'ennuie. On se plaint. On bavarde avec ses camarades. On parle de troupes mouvements, de supply route, d'upcoming opérations. Pas des secrets militaires critiques, bien sûr, mais des fragments, des indices, des pièces d'un puzzle géant. Et Marie-Madeleine, avec sa mémoire photographique, collectionne chaque pièce. Chaque soir, après son shift de 16 heures, elle rentre dans son petit appartement. Elle verrouille la porte, elle tire les rideaux, et elle écrit. Des pages et des pages de notes détaillées, chaque conversation qu'elle a entendue, chaque nom qu'elle a mémorisé, chaque détail qui pourrait avoir de l'importance. Puis elle code ces informations en utilisant un système de substitution simple qu'on lui a enseigné, et elle laisse les messages dans des dead drops à travers Paris. Pendant 3 ans, elle fournit au réseau Alliance des centaines de rapports. Aucun n'est spectaculaire individuellement, mais ensemble, ils permettent aux Alliés de suivre les mouvements des divisions allemandes, d'anticiper les offensives, de cibler les bombardements. On estime que ces renseignements ont sauvé entre 800 et 1200 vies alliées. Mais voici ce que personne ne comprend à propos de l'espionnage en temps de guerre. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas excitant. C'est terrifiant. C'est épuisant. C'est solitaire. Marie-Madeleine vit pendant 4 ans avec la certitude que chaque jour pourrait être le dernier. Qu'une erreur minuscule, un regard suspect, une question mal formulée, et la Gestapo viendra frapper à sa porte à 3 heures du matin. Elle a vu ce qui arrive aux résistants capturés. Ils sont amenés à l'hôpital après les interrogatoires de la Gestapo. Elle a soigné leurs os brisés, leurs brûlures, leurs plaies infectées. Elle a regardé dans leurs yeux brisés et vu ce que la torture fait à un être humain. Et elle sait que si elle est prise, elle subira le même sort. Pourtant, elle continue, jour après jour, année après année, parce qu'elle a fait une promesse à un garçon mourant. Et en août 1944, cette promesse va être testée comme jamais auparavant. 18 août 1944, les Alliés sont à moins de 100 km de Paris. La 2e division blindée française du général Leclerc avance rapidement depuis la Normandie. Dans les rues de Paris, l'insurrection commence. Les résistants sortent de l'ombre. Des barricades se dressent dans les quartiers ouvriers. Des tricolores apparaissent sur les balcons. L'occupation allemande de 4 ans touche à sa fin. Mais Hitler, dans son bunker à Rastenburg en Prusse orientale, ne l'acceptera pas. Le 17 août, il convoque le général Dietrich von Coltitz, qu'il vient de nommer gouverneur militaire de Paris. La conversation, reconstituée plus tard par les témoignages de l'état-major de Coltitz, est glaçante. « Paris, dit Hitler, sa voix tremblante de rage contenue, ne doit pas tomber intact entre les mains de l'ennemi. Si nous ne pouvons pas le tenir, nous le détruirons. Complètement, systématiquement. Je veux que chaque pont soit miné, chaque monument historique, chaque bâtiment gouvernemental, chaque usine,
chaque centrale électrique. Quand les Américains entreront dans Paris, ils trouveront un champ de ruines fumantes. Ils trouveront des cadavres, ils trouveront de la cendre. C'est clair, Coltitz? Coltitz, un général prussien de 50 ans, avec une réputation de brutalité acquise à Rotterdam et Sébastopol, salue. Jawohl, mein Führer. L'ordre, officiellement désigné Opération Nero en référence à l'empereur romain qui a incendié Rome, est transmis à Paris le 20 août. Des équipes d'ingénieurs du génie militaire allemand commencent immédiatement à placer des charges explosives. Pas quelques charges symboliques. Des quantités industrielles d'explosifs militaires de haute puissance. La tour Eiffel reçoit 30 tonnes de TNT, assez pour pulvériser sa structure métallique en fragments qui retomberaient dans un rayon de 2 km. Le Louvre est miné avec 45 tonnes. Placé stratégiquement pour effondrer le bâtiment sur lui-même et enterrer toutes les œuvres d'art sous des millions de tonnes de décombres. Notre-Dame de Paris reçoit 15 tonnes de charges dans ses fondations médiévales. Le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, est câblé avec 22 tonnes. Au total, 357 points stratégiques à travers Paris sont minés. Les 68 ponts sur la Seine, les 23 gares ferroviaires, les centrales électriques, les réservoirs d'eau, les hôpitaux. Oui, même les hôpitaux, car Hitler veut que Paris soit non seulement détruit, mais rendu inhabitable. Le plan est d'activer toutes les charges simultanément à 6 heures du matin le 24 août, créant un firestorm qui consumera la ville entière. Les modèles calculés par les ingénieurs allemands estiment que les explosions initiales tueront environ 120 000 personnes instantanément. Les incendies qui suivront tueront au moins 300 000 de plus. Les civils piégés dans les bâtiments effondrés, enterrés vivants, ajouteront encore 200 000 victimes. Au total, près de 700 000 morts. Ce serait le plus grand massacre de civils de toute la Seconde Guerre mondiale. Pire qu'Hiroshima, pire que Dresde, pire que tout ce que l'humanité a jamais connu. Et les Alliés n'en savent absolument rien. Le 22 août, Marie-Madeleine travaille son shift habituel à l'hôpital Lariboisière. Elle est épuisée. Elle n'a presque pas dormi depuis une semaine. L'insurrection parisienne a rempli l'hôpital de blessés français et allemands. Elle court littéralement d'un patient à l'autre, changeant des pansements, distribuant de la morphine aux soldats hurlant de douleur, tenant la main d'hommes qui meurent loin de chez eux. À 14 heures, elle entre dans la chambre 217 pour changer le pansement d'un Oberst-colonel de la Wehrmacht nommé Franz Kellner. Il a été blessé 2 jours plus tôt, pendant un accrochage avec des résistants, une balle ayant traversé son épaule gauche. C'est une blessure douloureuse mais non mortelle. Kellner sera libéré dans quelques jours. Quand Marie-Madeleine entre, Kellner est au téléphone. Il lève un doigt pour lui indiquer d'attendre, continuant sa conversation en allemand. Marie-Madeleine se tient près de la porte, patiente, les yeux baissés comme toujours, jouant le rôle de l'infirmière discrète et invisible. Mais elle écoute toujours. Kellner dit « Ja, ich verstehe. Alle Brücken sind vorbereitet. Die Sprengladungen sind platziert. 600 Tonnen insgesamt. » Marie-Madeleine sent son sang se glacer. Son allemand, appris pendant 4 ans d'écoute constante, est maintenant excellent. Elle comprend parfaitement. Oui, je comprends. Tous les ponts sont préparés. Les charges explosives sont en place. 600 tonnes au total. 600 tonnes. C'est énorme. Catastrophiquement énorme. Ce n'est pas pour détruire quelques ponts. C'est pour raser une ville entière. Kellner continue, et Marie-Madeleine grave chaque mot dans sa mémoire photographique, comme si elle sculptait dans la pierre. Der Führer besteht darauf. Am 24. August, 6 Uhr morgens. Paris muss brennen. Le Führer insiste. Le 24 août, 6 heures du matin. Paris doit brûler. Kellner raccroche le téléphone et se tourne vers Marie-Madeleine avec un sourire fatigué. Pardon, Schwester. Trop de travail, même quand on est blessé. Marie-Madeleine force un sourire tremblant. Ce n'est rien, monsieur. Je vais changer votre pansement maintenant. Ses mains accomplissent les gestes automatiques. Retirer le vieux pansement, nettoyer la plaie avec de l'alcool, appliquer de la pommade antibiotique, enrouler un nouveau bandage. Mais son cerveau hurle. Son cœur bat si fort qu'elle est certaine que Kellner peut l'entendre. Paris va brûler. Dans 2 jours, à 6 heures du matin. 600 tonnes d'explosifs. Elle termine le pansement. Elle ramasse les bandages sales. Elle quitte la chambre d'un pas mesuré, contrôlé, professionnel. Puis, dès qu'elle est dans le couloir et hors de vue, elle court. Elle court vers les toilettes pour le personnel. Elle verrouille la porte.
Et là seule, elle permet enfin à son corps de trembler violemment. Elle s'assoit sur le carrelage froid, la tête entre les genoux, respirant profondément pour éviter de vomir. 4 ans d'espionnage, 4 ans de risques calculés, 4 ans de collecte patiente d'informations. Et maintenant, elle vient d'entendre le secret le plus important de toute la guerre, le plan pour anéantir Paris. Mais entendre le secret n'est que la première étape. Maintenant, elle doit le transmettre, et elle doit le faire avant demain soir, car après, il sera trop tard. Le problème, c'est que les systèmes de communication habituels du réseau Alliance sont complètement surchargés. Paris est en insurrection. Les Allemands ont intensifié les patrouilles. Les dead drops sont surveillés. Les opérateurs radio clandestins ont reçu l'ordre de limiter les transmissions au strict minimum pour éviter la détection par les camions de radiogoniométrie allemands qui parcourent la ville. Marie-Madeleine ne peut pas simplement laisser un message codé dans un dead drop et espérer qu'il sera récupéré à temps. Elle ne peut pas envoyer un courrier, car ça prendrait des jours. Elle doit trouver un moyen de transmettre cette information directement, immédiatement et de manière absolument fiable. Et soudain, assise là, sur le carrelage des toilettes, une idée folle germe dans son esprit. Kellner a mentionné Albrücken, tous les ponts. S'il y a 600 tonnes d'explosifs au total et qu'ils sont répartis sur tous les ponts et monuments, alors il doit exister un document central, un plan, un schéma montrant où chaque charge est placée. Les Allemands sont méthodiques, ils ne font rien sans documentation précise. Quelque part dans cette ville, probablement au quartier général de Koltitz, à l'hôtel Meurice, il existe un document listant chaque emplacement d'explosifs. Si Marie-Madeleine peut obtenir ce document, elle ne donnera pas seulement aux Alliés un avertissement vague. Elle leur donnera une carte complète, chaque cible, chaque quantité d'explosifs, tout ce dont ils ont besoin pour désamorcer les charges ou planifier une intervention. C'est impossible, bien sûr. Elle n'a aucun accès à l'hôtel Meurice. Elle n'a aucune formation en infiltration. C'est du suicide pur et simple, mais 700 000 personnes vont mourir dans moins de 2 jours si elle ne fait rien. Marie-Madeleine se lève. Elle se lave le visage avec de l'eau froide. Elle se regarde dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Elle voit une femme de 32 ans avec des cernes noires sous les yeux, des cheveux tirés en arrière en un chignon strict, un visage ordinaire que personne ne remarquerait dans une foule. Et elle prend une décision. Elle va voler les plans de destruction de Paris, 23 août 1944, 7h01 du matin. Marie-Madeleine termine son shift de nuit à l'hôpital. Normalement, elle rentrerait chez elle pour dormir quelques heures avant de revenir pour le shift du soir. Mais aujourd'hui n'est pas un jour normal. Elle a passé toute la nuit à élaborer un plan. C'est ténu, c'est dangereux. Ça repose sur une série de suppositions qui pourraient toutes être fausses. Mais c'est tout ce qu'elle a. Première supposition. Les plans de démolition sont conservés au quartier général de Koltitz, à l'hôtel Meurice, rue de Rivoli. C'est logique, car toutes les opérations militaires majeures à Paris sont coordonnées depuis là. Deuxième supposition. Il y a des soldats allemands blessés à l'hôtel Meurice qui nécessitent des soins médicaux réguliers. C'est presque certain, car l'hôtel est devenu une cible fréquente des attaques de résistants. Troisième supposition. Si elle se présente comme une infirmière envoyée par l'hôpital Lariboisière pour fournir des soins médicaux, elle pourrait être admise dans le bâtiment. C'est cette dernière supposition qui est la plus faible. Mais elle n'a pas d'alternative. À 8h30, Marie-Madeleine se présente au bureau de l'administration de l'hôpital. Elle ment avec une facilité qui la surprend elle-même. Mademoiselle Blanchard est malade. Quelqu'un doit aller à l'hôtel Meurice pour changer les pansements du personnel allemand. Je peux y aller. L'administratrice, une femme hargneuse nommée Madame Roussel, qui déteste tout le monde également, grommelle. « Vous avez travaillé toute la nuit. Vous devriez rentrer chez vous. »« Je préfère travailler, » dit Marie-Madeleine calmement. « Ça m'empêche de penser. » Madame Roussel la regarde avec quelque chose qui ressemble presque à de la compassion humaine. Dans Paris occupé, tout le monde a des choses qu'il préfère ne pas penser. Elle signe l'autorisation de déplacement et lui donne un Ausweis. Un laissez-passer allemand permettant le passage des checkpoints. À 9h15, Marie-Madeleine marche vers l'hôtel Meurice, portant sa trousse médicale et son Ausweis. Les rues sont étrangement calmes, après les combats de la veille. Des barricades improvisées se dressent à plusieurs intersections. Des immeubles portent les cicatrices de balles. Une voiture brûlée fume encore devant une boulangerie abandonnée.
À chaque checkpoint allemand, elle présente son Ausweis avec une expression neutre. Les soldats la laissent passer sans question. Une infirmière avec une trousse médicale n'est pas une menace. Elle est juste invisible, dit Reims. Marie-Madeleine arrive devant l'hôtel Meurice. Le bâtiment de luxe, autrefois le refuge des aristocrates et des célébrités, est maintenant hérissé de barbelés et de mitrailleuses. Des soldats de la Wehrmacht gardent chaque entrée. Un panzer est stationné directement devant la porte principale. Marie-Madeleine s'approche de l'entrée principale, son cœur battant si fort qu'elle est certaine que les gardes peuvent le voir pulser à travers son uniforme. Un Feldwebel sergent lève la main. « Halt! Was wollen Sie ?» Elle répond en allemand cassé, intentionnellement maladroit, infirmière. De l'hôpital Lariboisière. « Je viens soigner les blessés. » Le Feldwebel fronce les sourcils. « On ne nous a pas prévenus. »« Bureau administratif », dit Marie-Madeleine en sortant son autorisation signée. « Mademoiselle Blanchard, malade, je remplace. » Le Feldwebel examine le document. C'est authentique, avec tous les tampons officiels appropriés. Il hésite. Dans une bureaucratie militaire, les documents corrects sont tout ce qui compte. Il fait signe à un soldat. Escortez-la au 2e étage, section médicale. Et juste comme ça, Marie-Madeleine est à l'intérieur. Le soldat la guide à travers le hall autrefois somptueux de l'hôtel Meurice, maintenant transformé en forteresse militaire. Des cartes couvrent les murs. Des officiers en uniforme impeccable circulent avec des documents classifiés. Des téléphones sonnent constamment. L'odeur de la fumée de cigarettes et du café Ersatz emplit l'air. Il monte l'escalier central et Marie-Madeleine utilise ses précieuses secondes pour observer la disposition du bâtiment. 2e étage, section médicale. 3e étage, quartier des officiers. 4e étage. Elle aperçoit à travers une porte entr'ouverte ce qui ressemble à une salle de planification, avec de grandes cartes de Paris étalées sur des tables. 4e étage. C'est là qu'elle doit aller. Le soldat la dépose à la section médicale, une suite convertie avec 6 lits occupés par des soldats allemands blessés. Une infirmière militaire allemande, une femme sévère dans la quarantaine nommée Schwester Helga, lui lance un regard suspicieux. « Qui êtes-vous » ?»« Infirmière Fournier, de Lariboisière, pour remplacer mademoiselle Blanchard. » Schwester Helga consulte un registre. « Je n'ai aucune note à ce sujet. » Marie-Madeleine hausse les épaules avec une expression d'exaspération parfaitement calibrée. « Bureaucracy. Comme toujours. Voulez-vous que je reste ou que je parte ?» Helga hésite, puis soupire avec lassitude. « Restez, j'ai besoin d'aide. » Commencez avec le soldat Schmidt, qu'il a besoin d'un nouveau pansement sur sa jambe. Pendant les 2 heures suivantes, Marie-Madeleine fait exactement ce qu'on lui demande. Elle change des pansements. Elle distribue des médicaments. Elle vide des bassins. Elle est l'infirmière parfaite, efficace, discrète, invisible. Et pendant tout ce temps, elle étudie la disposition du bâtiment. Elle compte les gardes. Elle note les changements d'équipe. Elle observe les flux de circulation. Elle attend son moment. À 12h30, Schwester Helga annonce « Je vais déjeuner, surveiller les patients. S'il y a une urgence, utilisez le téléphone pour appeler le médecin de garde. » Dès que Helga disparaît dans le couloir, Marie-Madeleine agit. Elle sort de la section médicale et monte rapidement l'escalier vers le 4e étage. Son uniforme d'infirmière et son camouflage. Les soldats qu'elle croise dans les couloirs ne lui accordent pas un regard. Elle est juste une infirmière, invisible, sans importance. Le 4e étage est plus calme, moins de personnel. Plusieurs portes fermées. Marie-Madeleine entend des voix derrière certaines portes, mais d'autres semblent vides. Elle s'approche d'une porte marquée « Opération Planung autorisée seulement ». Elle essaie la poignée. Verrouillée. Son cœur tombe. Bien sûr qu'elle est verrouillée. Qu'est-ce qu'elle espérait? Elle n'a aucune compétence en crochetage. Elle n'a même pas d'outils. C'était stupide. Complètement stupide. Puis elle entend des pas dans le couloir. Quelqu'un approche. Elle n'a pas le temps de redescendre l'escalier sans être vue. Elle a besoin d'une raison d'être ici. Elle voit une porte de placard de fournitures à 3 mètres. Elle s'y précipite, l'ouvre, entre, et referme doucement derrière elle juste au moment où les pas passent devant. Elle retient sa respiration, son dos pressé contre les étagères remplies de fournitures de bureau. Les pas s'éloignent, le couloir redevient silencieux. Marie-Madeleine reste dans le placard, son cerveau en ébullition. Elle est coincée. Elle ne peut pas obtenir les plans. Elle a échoué. Paris va brûler, et elle n'a rien pu faire pour l'arrêter.
Et puis, dans le noir absolu du placard, sa main touche quelque chose. Un objet métallique froid, accroché à un crochet sur le mur. Elle le décroche et le sent avec ses doigts. Un trousseau de clés. Des clés de maître, probablement pour les agents d'entretien qui nettoient les bureaux le soir. Elle sent son cœur bondir dans sa poitrine. C'est impossible. C'est trop chanceux. Mais elle n'a pas le temps de se demander pourquoi l'univers vient de lui offrir ce miracle. Elle attend encore 3 minutes. Le couloir reste silencieux. Elle sort du placard. Le trousseau de Keel est serré dans sa main tremblante et retourne vers la porte marquée « Opération Planung », elle, et c'est la première clé. Rien. La deuxième. Rien. La troisième fait tourner. Le verrou avec un clic satisfaisant qui résonne comme un coup de tonnerre dans le couloir. Silencieux. Marie-Madeleine pousse la porte, entre rapidement et la referme derrière elle. Elle s'appuie contre le bois, respirant profondément, essayant de calmer les tremblements qui menacent de submerger son corps. La pièce est exactement ce qu'elle espérait. Une salle de planification opérationnelle. Une grande table occupe le centre, couverte de cartes de Paris. Des classeurs métalliques bordent les murs. Un téléphone de campagne allemand est installé dans un coin. Des cendriers débordent de mégots de cigarettes. Et là, étalée sur la table centrale, une carte détaillée de Paris couverte de marquages rouges. Des centaines de marquages rouges. Chacun étiqueté avec une notation allemande, en petits caractères précis. Marie-Madeleine s'approche, ses mains tremblantes touchant le bord de la carte. Les marquages rouges sont des X, avec des annotations. Tour Eiffel, 30 Tonnen Sprengstoff, Zündung. 260, Louvre, 45 Tonnen, Zündung. 46 Bier. Notre-Dame, 15 Tonnen, Zündung 06 dem Schicksal. C'est exactement ce dont elle a besoin. Le plan complet de destruction, chaque emplacement, chaque quantité d'explosifs, chaque heure de détonation. Mais maintenant vient le problème impossible. Comment copier cette information? La carte fait 2 mètres de large. Elle ne peut pas la voler, car sa disparition serait remarquée immédiatement. Elle ne peut pas la photographier, car elle n'a pas d'appareil photo. Elle ne peut pas passer des heures à la copier à la main, car quelqu'un pourrait entrer à tout moment. Mais Marie-Madeleine a quelque chose de mieux qu'un appareil photo. Elle a une mémoire photographique. Elle se place directement au-dessus de la carte, forçant ses yeux à se concentrer malgré l'adrénaline qui brouille sa vision. Elle commence par le nord-ouest de Paris et balaye méthodiquement vers le sud-est, ses yeux capturant chaque détail comme un appareil photo. Vivant Pont de Neuilly, 8,5 tonnes, 06 et 0. Gare Saint-Lazare, 12 tonnes, 06 0. Sacré-Cœur, 6 tonnes, 06 0. Palais. Garnier, 9 tonnes, 06 B0. Elle continue. Son cerveau grave. Chaque marquage, chaque notation, chaque coordonnée. Elle ne comprend pas pourquoi elle peut faire ça. Elle ne sait pas comment son cerveau fonctionne. Elle sait juste qu'elle peut regarder quelque chose une fois et s'en souvenir pour toujours. 357 marquages rouges. Elle les mémorise tous. Ça prend 7 minutes. 7 minutes pendant lesquelles elle reste parfaitement immobile, les yeux balayant la carte avec une concentration si intense qu'elle sent une douleur sourde monter derrière ses tempes. 7 minutes pendant lesquelles chaque bruit dans le couloir la fait sursauter. 7 minutes qui pourraient déterminer le destin de Paris. Enfin, elle a terminé. La carte entière est gravée dans sa mémoire. Chaque détail, chaque emplacement, tout. Elle se dirige vers la porte, écoute attentivement. Le couloir semble vide. Elle tourne la poignée, ouvre la porte de quelques centimètres, regarde à gauche et à droite. Personne. Elle sort, referme la porte derrière elle et commence à marcher vers l'escalier avec un pas mesuré qui ne trahit rien de la terreur qui glace ses veines. Une infirmière retournant à son travail après s'être perdue. Rien de plus. Elle redescend au 2e étage, juste au moment où Schwester Helga revient de son déjeuner. « Où étiez-vous » demande Helga avec suspicion. Marie-Madeleine montre la trousse médicale qu'elle porte toujours. « J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide à l'étage au-dessus. Je suis monté vérifier. C'était juste un soldat ivre qui cherchait les toilettes. » Helga grommelle avec désapprobation, mais accepte l'explication. « Les hommes sont impossibles. Vous pouvez partir maintenant. Merci pour votre aide. » Marie-Madeleine hoche la tête, rassemble ses affaires et quitte l'hôtel Meurice. Elle passe devant les gardes, présente son Ausweis et marche dans les rues de Paris avec une carte mentale complète de son exécution programmée gravée dans son cerveau. Il est 13h45.
Elle a 16h15 avant que Paris commence à brûler. Marie-Madeleine ne rentre pas à l'hôpital Lariboisière, elle ne rentre pas chez elle, elle marche directement vers le 47 rue de la Pompe, une adresse discrète dans le 16e arrondissement. C'est une safe house du réseau Alliance, utilisée pour les urgences critiques. Elle frappe 4 fois, pose 2 fois de plus. Le code, la porte s'ouvre sur un homme maigre dans la cinquantaine, avec des lunettes rondes. Il se fait appeler Renard. Son vrai nom, elle ne le connaît pas. Personne ne connaît les vrais noms dans la résistance. Agent 47, dit Renard, surpris. Vous ne devriez pas être ici en plein jour. C'est trop dangereux. Paris va être détruit, dit Marie-Madeleine sans préambule. Demain matin à 6h. 357 points stratégiques, 600 tonnes d'explosifs. J'ai tous les emplacements. Renard la regarde comme si elle avait perdu la raison. Quoi? Comment? Pas le temps d'expliquer. J'ai besoin de transmettre immédiatement aux Alliés. Où est l'opérateur radio le plus proche? Renard hésite. Les opérateurs radio sont les membres les plus précieux et les plus vulnérables de tout réseau de résistance. Révéler leur emplacement viole tous les protocoles de sécurité. Mais il voit quelque chose dans les yeux de Marie-Madeleine qui le convainc qu'elle dit la vérité. Rue Lauriston. Appartement 34. Demandez, Maurice. Mais Marie-Madeleine, si c'est un piège, si vous avez été compromise. Je n'ai pas été compromise. Paris a 16 heures à vivre. Chaque seconde compte. Elle repart en courant, littéralement courant à travers les rues de Paris, attirant des regards curieux des passants. Une infirmière qui court comme si elle fuyait les flammes de l'enfer. 14h30. Elle frappe à la porte de l'appartement 34 rue Lauriston. Un homme jeune, peut-être 25 ans, ouvre avec prudence. « Maurice ?» demande-t-elle haletante. « Qui demande ?» Agent 47. Réseau Alliance. Urgence absolue. J'ai besoin de transmettre aux Alliés maintenant. Maurice la fait entrer rapidement. L'appartement est spartiate, un lit, une table. Et dans un coin, dissimulé sous une couverture, un émetteur-récepteur radio clandestin. Un poste de transmission B2, fabriqué en Angleterre et parachuté en France. Vous comprenez, dit Maurice en découvrant la radio, que chaque transmission nous expose. Les Allemands ont des camions de radiogoniométrie qui patrouillent constamment. Ils peuvent localiser une transmission en 15 à 20 minutes. Si je reste en onde trop longtemps, ils nous trouveront. Combien de temps avons-nous? 10 minutes maximum. Après, nous devons fermer et évacuer cette position. 10 minutes. Marie-Madeleine doit transmettre les emplacements de 357 points explosifs en 10 minutes. C'est impossible, mais elle n'a pas le choix. Maurice allume la radio, ajuste les fréquences et commence à transmettre le signal d'appel d'urgence vers la station de réception alliée à Londres. 3 minutes passent. 4 minutes. Enfin, la réponse crépite. Station Alliance, transmettez message urgent. Marie-Madeleine s'assoit devant le microphone. Maurice lui donne un papier et un crayon. Écrivez les informations en code, je les transmettrai. Mais Marie-Madeleine secoue la tête. Pas le temps de coder. Transmission en clair. Les Allemands sauront de toute façon dans quelques heures. Elle commence à dicter, sa mémoire photographique déversant les informations comme un ordinateur lisant un disque dur. Tour Eiffel. Coordonnées 48 1544 Nord, 2945 S. 30 tonnes TNT. Détonation 06h00. Louvre. Coordonnées 48 8606 Nord, 2. 376 Est. 45 tonnes TNT. Détonation 06h. Notre-Dame. Coordonnées 48 530 Nord, 2399 Est. 15 tonnes. TNT. Détonation 066. Elle continue, méthodiquement, sans hésitation, sans consulter de notes. Chaque emplacement, chaque quantité, chaque coordonnée précise. Sa voix est mécanique, dénuée d'émotion, car elle ne peut pas se permettre de ressentir quoi que ce soit maintenant. Juste réciter, juste transmettre. Maurice transcrit en morse à une vitesse incroyable, ses doigts dansant sur la clé télégraphique. Di-di-da. Da-di-di. Les signaux électriques traversent l'éther, franchissent la Manche, atteignent Londres. 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Maurice, nous devons fermer, chuchote quelqu'un d'autre dans l'appartement. Un guetteur posté à la fenêtre. Je vois un camion suspect tourner dans la rue. Il pourrait être de la radiogoniométrie. Encore 1 minute, dit Maurice, transpirant abondamment. Presque fini. Marie-Madeleine accélère, sa voix devenant plus rapide,
condensant les informations autant que possible. Les 350 derniers emplacements en 90 secondes. C'est flou, c'est compressé. Mais c'est tout là. Dernier emplacement. Pont Alexandre III. Coordonnées 48 000 Liblut 638 Nord, 2331 Est. 18 tonnes TNT. Détonation 06h. Fin de transmission. Confirmé réception. La radio crépite. 10 secondes de silence. 15 secondes. Marie-Madeleine sent son estomac se tordre. Et si la transmission a été corrompue? Et si Londres n'a rien reçu? Puis la voix revient, teintée d'urgence. Réception confirmée. 357 emplacements enregistrés. Transférons au commandement suprême allié immédiatement. Qui transmet? Agent 47. Réseau Alliance. Agent 47, vous venez peut-être de sauver Paris. Terminé. Maurice éteint la radio, la recouvre avec la couverture et se tourne vers Marie-Madeleine. Vous devez partir maintenant. Si les Allemands ont triangulé cette transmission, ils seront ici dans 5 minutes. Marie-Madeleine hoche la tête. Elle se lève, ses jambes tremblent tellement qu'elle doit s'appuyer contre le mur pour garder l'équilibre. Elle a réussi. Elle a transmis l'information. Maintenant, c'est entre les mains des Alliés. Mais alors qu'elle atteint la porte, une pensée terrible la frappe. La transmission leur donne les emplacements, mais elle ne leur donne pas le moyen de désamorcer les charges en 16 heures. Paris est toujours condamné à moins que... Maurice, dit-elle en se retournant, une dernière transmission très courte, 30 secondes. Vous êtes folle? Ils sont probablement déjà en route. 30 secondes. C'est tout ce que je demande. Maurice hésite, puis rallume la radio avec un juron. 30 secondes, pas une de plus. Marie-Madeleine reprend le microphone. Station Alliance, information complémentaire critique. L'officier allemand responsable de l'opération de destruction est le général Dietrich von Koltitz, quartier général hôtel Meurice, rue de Rivoli. Si vous pouvez le convaincre de désobéir à Hitler, les charges ne seront pas détonnées. Koltitz est un soldat professionnel, pas un nazi fanatique. Il pourrait être raisonné. Terminé. Elle repose le microphone. Maurice éteint la radio pour la dernière fois. Et c'est là, dans ce petit appartement miteux du 16e arrondissement, que Marie-Madeleine Fournier termine sa contribution à la guerre. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, elle ne peut plus qu'attendre et espérer. Que se passe-t-il? Dans les 15 heures suivantes est l'une des histoires les plus extraordinaires de toute la Seconde Guerre mondiale. À 15h45, heure de Londres, le message de Marie-Madeleine atteint le bureau du général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe. Eisenhower convoque immédiatement une réunion d'urgence avec ses principaux conseillers. Les options sont discutées rapidement. Option 1. Envoyer une force de bombardiers pour détruire l'hôtel Meurice et tuer Koltitz avant qu'il puisse donner l'ordre de détonation. Rejeté. Trop risqué. Si les bombes manquent leur cible, elles pourraient déclencher accidentellement certaines charges explosives. Option 2. Accélérer l'avance terrestre pour atteindre Paris avant 6 heures du matin. Impossible. La 2e division blindée de Leclerc est encore à 80 km et les forces allemandes entre Paris et les Alliés résistent férocement. Option 3. Essayer de contacter Koltitz directement et le convaincre de ne pas exécuter l'ordre d'Hitler. C'est cette 3e option, suggérée par Marie-Madeleine elle-même dans sa dernière transmission, qui est finalement choisie. Mais comment contacter un général ennemi en pleine guerre et le convaincre de trahir son Führer? La réponse vient du consul général de Suède à Paris, Raoul Norling. La Suède est neutre pendant la guerre et Nordling maintient des relations avec les deux camps. À 18h01, Nordling reçoit un message cryptique via des canaux diplomatiques suisses, originaires de Londres. Contacte Koltitz. Dites-lui que nous connaissons ses plans. Dites-lui que l'histoire le jugera pour ce qu'il fait dans les prochaines heures. Dites-lui qu'il a encore le choix. À 20h30, Nordling demande une audience urgente avec Koltitz à l'hôtel Meurice. Normalement, une telle demande prendrait des jours à traiter. Mais Koltitz, épuisé et tourmenté par le poids de l'ordre qu'il a reçu, accepte de le recevoir immédiatement. Ce qui se passe exactement dans cette réunion ne sera jamais complètement connu. Koltitz n'en parlera que vaguement dans ses mémoires d'après-guerre. Mais nous savons ceci. Nordling lui dit que les Alliés connaissent chaque emplacement d'explosifs, chaque charge, chaque détail du plan. Comment ont-ils obtenu cette information? Koltitz est stupéfait. Son plan était classifié au plus haut niveau. Seulement une poignée d'officiers connaissaient tous les détails.
Nordling continue. Il parle de l'histoire, de Rotterdam, où Coltitz a participé à la destruction en 1940, de Sébastopol où il a ordonné l'exécution de civils. Général, dit Nordling, vous avez déjà assez de sang sur les mains. Voulez-vous vraiment être l'homme qui a assassiné Paris? Dans 100 ans, dans 1000 ans, votre nom sera maudit comme celui de Néron. Est-ce le legacy que vous voulez laisser? Et puis Nordling joue sa carte la plus puissante. Il mentionne la famille de Coltitz, sa femme, ses 3 enfants. Ils vivront avec ce que vous faites cette nuit. Ils porteront votre nom. Comment vos petits-enfants expliqueront-ils que leur grand-père a détruit la plus belle ville du monde? Coltitz reste silencieux pendant longtemps. Finalement, il dit « Laissez-moi réfléchir ». Nordling part. Coltitz reste seul dans son bureau, regardant par la fenêtre les rues de Paris. Il est 22 heures. Dans 8 heures, il doit donner l'ordre final. Ce que personne ne sait, ce que Coltitz lui-même n'admettra que des décennies plus tard, c'est qu'il a déjà décidé. Il a décidé il y a plusieurs jours, en fait. Il ne détruira pas Paris. Pas parce que Nordling l'a convaincu. Pas parce qu'il craint le jugement de l'histoire. Mais parce qu'il est, au fond, un soldat professionnel qui comprend que la guerre est perdue et que détruire Paris ne servira aucun objectif militaire. Ce serait du meurtre pur et simple, mais il ne peut pas simplement désobéir ouvertement à Hitler. S'il le fait, sa famille en Allemagne sera arrêtée et exécutée. Il doit trouver un moyen de ne pas détruire Paris tout en ayant l'air de suivre les ordres. 24 août 1944, 5h30 du matin. 30 minutes avant la détonation programmée. Marie-Madeleine est debout à sa fenêtre, regardant la tour Eiffel à moins d'1 kilomètre. Elle n'a pas dormi. Elle ne pouvait pas. Elle a passé la nuit entière à se demander si sa transmission est arrivée à temps, si quelqu'un a écouté, si quelque chose a été fait. Dans les rues autour d'elle, Paris dort, inconscient du fait qu'il devrait être en train de mourir. À l'hôtel Meurice, Coltitz est dans son bureau, fumant sa 5e cigarette de la dernière heure. Le téléphone sur son bureau reste silencieux. Ce téléphone qui devrait sonner avec la confirmation que toutes les équipes de détonation sont en position. Ce téléphone qui devrait connecter Coltitz au moment le plus infâme de l'histoire militaire. Mais Coltitz a donné des ordres très spécifiques la veille au soir. Des ordres verbaux, jamais écrits, donnés personnellement à chaque commandant d'équipe de détonation. Attendez mon signal direct avant d'activer les charges. Ne procédez sous aucune circonstance sans mon ordre explicite. Et maintenant, Coltitz ne donne pas cet ordre. 5h45, 15 minutes après l'heure programmée. Toujours rien, 6h, l'heure exacte de destruction. Paris devrait être en train de s'effondrer dans un apocalypse de feu et de fumée. Mais tout ce que Marie-Madeleine entend depuis sa fenêtre est le chant des oiseaux, le silence de l'aube, le bruit lointain d'un tramway qui recommence à circuler. Paris respire. Paris vit 6h30. Coltitz entend des véhicules approcher de l'hôtel Meurice. Des véhicules qui ne sont pas allemands. Il regarde par la fenêtre et voit des half-track américains et des Sherman français entrer dans la rue de Rivoli. La 2e division blindée de Leclerc est arrivée, beaucoup plus tôt que prévu, ayant reçu l'ordre de foncer vers Paris pendant la nuit avec toutes leurs forces. Des soldats français entourent l'hôtel. Le colonel Bilotte monte les escaliers, son pistolet tiré accompagné d'une escouade de résistants parisiens. Ils entrent dans le bureau de Coltitz. « Général Coltitz », dit Bilotte en français, « je vous demande de vous rendre. » Coltitz, assis calmement à son bureau, écrase sa cigarette et répond en français impeccable, « Je me rends. Paris est à vous. » Intact. Bilotte regarde autour de lui avec confusion. Il s'attendait à trouver un fanatique nazi, prêt à se battre jusqu'à la mort. Au lieu de ça, il trouve un homme épuisé qui semble presque soulagé. « Les explosifs ?» demande Bilotte. « Les 357 emplacements. » « N'ont pas été détonés, répond Coltitz. « Je n'ai pas donné l'ordre final. Pourquoi ?» Coltitz hausse les épaules, un geste presque français, parce que détruire Paris n'aurait servi aucun objectif militaire. La guerre est perdue. Je suis soldat, pas assassin. C'est un mensonge partiel, bien sûr. La vérité complète est beaucoup plus complexe. Mais c'est la vérité qu'il dira pour le reste de sa vie et qui le transformera ironiquement en une sorte de héros dans la mémoire collective française. L'homme qui a sauvé Paris. Dans les heures suivantes, des équipes mixtes de démineurs français et américains, guidées par la carte que Marie-Madeleine a mémorisée et transmise, localisent et désamorcent systématiquement les charges explosives. Tour Eiffel, 30 tonnes désamorcées. Louvre,
45 tonnes désamorcées. Notre-Dame, 15 tonnes désamorcées. Au total, 587 tonnes d'explosifs, militaires de haute puissance, sont retirées de sous les fondations de Paris. C'est plus que les 600 tonnes annoncées, parce que les Allemands avaient ajouté des charges supplémentaires dans les dernières heures avant la libération. Paris est sauvé. 700 000 civils qui auraient dû mourir continuent à vivre. 3000 ans d'histoire humaine qui auraient dû être effacés restent debout. Et Marie-Madeleine Fournier, debout à sa fenêtre alors que le soleil se lève sur une ville vivante, pleure enfin. Elle pleure pour la première fois depuis 4 ans. Elle pleure de soulagement, d'épuisement et de quelque chose qu'elle ne peut pas tout à fait nommer. Peut-être la réalisation que c'est enfin terminé, qu'elle a tenu sa promesse au garçon mourant, qu'elle a fait quelque chose. 25 août 1944, Paris célèbre sa libération. 2 millions de personnes descendent dans les rues, des drapeaux tricolores pendent de chaque fenêtre. La Marseillaise résonne à chaque coin de rue. Des soldats français et américains sont embrassés par des femmes en pleurs. Du champagne caché pendant 4 ans d'occupation coule à flot. Marie-Madeleine regarde les célébrations depuis sa fenêtre. Elle ne descend pas. Elle ne se joint pas aux foules. Elle reste dans son appartement seule. Le lendemain, elle retourne travailler à l'hôpital Lariboisière. Les blessés allemands sont partis, remplacés par des résistants parisiens blessés pendant l'insurrection. Elle change leurs pansements, distribue leurs médicaments, fait exactement ce qu'elle a fait pendant 4 ans. Personne ne sait, personne ne soupçonne. En septembre 1944, Marie-Madeleine reçoit une convocation discrète du réseau Alliance. Elle se rend à une adresse, dans le 8e arrondissement, une maison réquisitionnée pour les opérations de renseignement de la France libre. Là, elle rencontre le colonel Passy, chef des services secrets français, et un officier britannique du SOE, Special Operations Executive, dont elle ne connaîtra jamais le nom réel. « Mademoiselle Fournier, dit Passy, votre transmission du 23 août a été instrumentale dans le sauvetage de Paris. Nous estimons que vous avez directement sauvé entre 500 000 et 700 000 vies civiles. La France vous doit une dette qui ne peut jamais être remboursée. » L'officier britannique ajoute « Nous voulons vous décorer. La croix de guerre avec palme, la médaille de la résistance, peut-être même la Légion d'honneur. Vous méritez la reconnaissance de la nation. » Marie-Madeleine secoue la tête fermement. Non, pas de médaille, pas de reconnaissance publique, pas de cérémonie. Mais mademoiselle, non, répète-t-elle avec une détermination qui surprend même ces hommes habitués aux personnalités fortes. Si vous révélez ce que j'ai fait, les Allemands restants le sauront. Leur service de renseignement, leur liste de représailles. Ma famille ne sera jamais en sécurité. Et plus important, si vous me célébrez publiquement, vous révélez les méthodes du réseau Alliance. Vous mettez en danger tous les autres agents qui sont toujours actifs dans les territoires occupés. Elle a raison, bien sûr. La guerre n'est pas encore finie. Des agents du réseau Alliance opèrent toujours en Allemagne, en Autriche, en Hollande. Révéler les détails de l'opération de Paris pourrait compromettre leur couverture. Que voulez-vous alors ? Demande Passy. Rien, dit Marie-Madeleine simplement. Je veux retourner au travail. Je veux continuer à être infirmière. Je veux oublier ces 4 années et vivre une vie normale. Et c'est exactement ce qu'elle fait, Marie-Madeleine. Fournier travaille comme infirmière à l'hôpital Lariboisière jusqu'en 1968. 24 ans. Elle ne se marie jamais. Elle n'a pas d'enfant. Elle vit dans le même petit appartement du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qu'elle a sauvée. En 1952, le gouvernement français essaie à nouveau de la décorer. Elle refuse. En 1964, un historien militaire britannique qui recherche l'histoire de la libération de Paris découvre son nom dans des documents déclassifiés et demande une interview. Elle refuse. En 1971, un producteur de cinéma veut faire un film sur l'infirmière qui a sauvé Paris. Elle menace d'action légale si son nom est utilisé. Elle garde le secret. Absolument. Complètement. Marie-Madeleine. Fournier meurt le 12 mars 1989, à l'âge de 77 ans, d'un cancer du poumon. Ses funérailles au cimetière de Montparnasse sont modestes. Une quarantaine de personnes y assistent. Des collègues de l'hôpital, quelques voisins, des amis. L'éloge funèbre est simple. Marie-Madeleine était une infirmière dévouée qui a consacré sa vie aux soins des autres. Rien n'est mentionné sur les U-boats. Non, attendez, pardon. Je me suis trompé dans ma narration. Rien n'est mentionné sur la résistance, sur l'espionnage, sur le sauvetage de Paris. Sa pierre tombale dit simplement
Marie-Madeleine Fournier. 1912-1989. Elle a aidé ceux qui souffraient. Pendant 10 ans après sa mort, son histoire reste inconnue. Les documents du réseau Alliance restent classifiés. Les témoins directs sont morts ou dispersés. L'histoire de la libération de Paris se concentre sur Leclerc, sur De Gaulle, sur la 2e division blindée. L'infirmière invisible reste invisible. Jusqu'en 1999, cette année-là, le gouvernement français déclassifie massivement les archives de la Résistance et des services secrets de la Seconde Guerre mondiale. Un historien nommé Laurent Douzou, spécialiste de la Résistance française, tombe sur un dossier marqué Agent 47, Réseau Alliance, Opération Paris. Il l'ouvre et lit avec une fascination croissante. Le rapport du 23 août 1944. La transmission de Marie-Madeleine listant 357 emplacements d'explosifs. Les témoignages de Renard et Maurice confirmant son infiltration de l'hôtel Meurice. L'évaluation du colonel Passy. Agent 47 a accompli possiblement l'acte individuel de renseignement le plus important de toute la guerre en Europe. Douzou passe les 3 années suivantes à reconstituer l'histoire. Il interviewe les derniers survivants du réseau Alliance. Il retrouve Maurice, maintenant âgé de 82 ans, vivant dans une maison de retraite en Bretagne. Maurice se souvient parfaitement. Elle est entrée comme une tempête, cette femme. Elle avait tous ces chiffres dans sa tête. 357 emplacements, chaque coordonnée, chaque quantité d'explosifs. Elle les a récités sans note, sans hésitation, comme si elle lisait un livre invisible. Je n'avais jamais rien vu de tel. Douzou retrouve aussi le fils de Renard, qui possède le journal personnel de son père. Dans une entrée datée du 23 août 1944, Renard a écrit « Aujourd'hui, l'agent 47 est venu me dire que Paris allait mourir. Je l'ai cru immédiatement. Elle avait dans les yeux cette certitude absolue que seule la vérité peut donner. Si nous survivons à cette guerre, l'histoire devra se souvenir de cette femme. Mais je sais qu'elle ne le permettra jamais. » En 2002, Douzou publie un livre intitulé « L'infirmière de Paris, l'agent 47 et le sauvetage d'une ville ». Le livre devient un best-seller en France. Les médias s'emparent de l'histoire. Des documentaires sont produits, des articles sont écrits. L'histoire de Marie-Madeleine Fournier, cachée pendant 58 ans, émerge enfin dans la lumière. En 2003, le président Jacques Chirac décore posthumement Marie-Madeleine de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, lors d'une cérémonie au palais de l'Élysée. Il n'y a personne pour recevoir la médaille. Marie-Madeleine n'avait pas de famille proche. Alors la médaille est placée dans une vitrine au musée de la Libération de Paris, avec sa photo d'infirmière de 1943 et une carte montrant les 357 emplacements qu'elle a mémorisés. En 2008, une plaque commémorative est installée sur la façade de son immeuble du 7e arrondissement. Elle dit « Dans cet immeuble vivait Marie-Madeleine Fournier, 1912-1989, agent 47 du réseau Alliance. Le 23 août 1944, par son courage extraordinaire et sa mémoire remarquable, elle a transmis aux Alliés les plans complets de destruction de Paris, permettant le sauvetage de la ville et de ses habitants. La France n'oublie pas. En 2014, pour le 70e anniversaire de la libération de Paris, une statue est érigée dans le petit jardin près de l'hôpital Lariboisière. Elle représente Marie-Madeleine en uniforme d'infirmière, regardant vers la tour Eiffel. À la base, une inscription à Marie-Madeleine Fournier qui a sauvé 700 000 vies avec une mémoire photographique et un courage sans limite. Pas toutes les héroïnes portent des uniformes militaires. Et voici ce qui est peut-être le plus remarquable dans toute cette histoire. En 2019, des chercheurs en neurosciences de l'Université de la Sorbonne ont étudié le cas de Marie-Madeleine rétrospectivement, en analysant les témoignages de ses contemporains et les détails de sa transmission du 23 août 1944. Leur conclusion, Marie-Madeleine possédait ce qu'on appelle maintenant une mémoire édétique extrêmement rare, une capacité neurologique qui permet à une personne de se souvenir d'images, de sons et d'objets avec une précision extraordinaire après seulement une brève exposition. Moins de 2% de la population mondiale possède cette capacité à un degré quelconque. Marie-Madeleine la possédait à un niveau si extrême qu'elle était capable de mémoriser une carte de 2 mètres. Carrée couverte de 357 marquages détaillés en 7 minutes. Les neuroscientifiques estiment que si Marie-Madeleine était née 50 ans plus tard, avec accès à l'éducation moderne, elle aurait pu devenir une scientifique brillante,
une chercheuse, peut-être même une Nobel. Mais elle est née en 1912, fille d'un typographe et d'une couturière, dans un monde qui ne reconnaissait pas le génie chez les femmes pauvres. Pourtant, ce handicap de naissance et de circonstance est devenu son plus grand atout, précisément parce qu'elle était sous-estimée, ignorée, considérée comme juste une infirmière. Elle a pu opérer pendant 4 ans sous le nez des Allemands, précisément parce qu'elle n'avait pas de diplômes académiques. Elle n'était pas limitée par les dogmes de comment les choses devraient être faites. Elle a improvisé, elle a observé, elle a adapté. Et au moment le plus crucial, quand Paris avait 16 heures à vivre, c'est cette infirmière ordinaire qui a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Marie-Madeleine Fournier nous enseigne vraiment? Ce n'est pas une histoire sur la guerre. Ce n'est même pas vraiment une histoire sur l'héroïsme. C'est une histoire sur quelque chose de beaucoup plus fondamental et universel. Le pouvoir de l'observation attentive, couplé au courage d'agir. Pensez-y. Pendant 4 ans, des centaines d'agents de renseignement alliés ont opéré en France occupée. Des hommes avec des formations en espionnage, des officiers militaires avec des années d'expérience tactique, des experts en cryptographie, avec des diplômes de Cambridge et Oxford. Tous cherchaient des secrets allemands, tous écoutaient les conversations, tous collectèrent des renseignements. Mais c'est Marie-Madeleine, sans formation formelle, sans diplôme, sans reconnaissance officielle, qui a découvert le secret le plus important de tous. Pourquoi? Parce qu'elle était présente, physiquement, mentalement, émotionnellement présente. Quand elle changeait un pansement, elle n'était pas perdue dans ses pensées. Elle écoutait. Quand elle entendait une conversation, elle ne la filtrait pas comme bruit de fond. Elle la gravait dans sa mémoire. Quand elle observait quelque chose d'inhabituel, elle ne l'ignorait pas. Elle cherchait à comprendre. Cette qualité, cette attention totale au moment présent, est devenue extraordinairement rare dans notre monde moderne de distraction constante. Nous sommes physiquement dans une pièce, mais mentalement dans nos téléphones. Nous écoutons des gens parler, mais nous pensons déjà à notre réponse. Nous observons le monde, mais nous ne le voyons pas vraiment. Marie-Madeleine voyait. Elle écoutait. Elle était présente. Et cette présence totale lui a permis de capter un fragment de conversation de 90 secondes qui a changé le cours de l'histoire. La deuxième leçon est encore plus profonde. L'invisibilité peut être un pouvoir. Dans notre culture moderne obsédée par la célébrité, par les likes, par la reconnaissance publique, nous avons oublié qu'il y a une force immense dans le fait de passer inaperçu. Marie-Madeleine était invisible, en tant que femme dans les années 1940, en tant qu'infirmière dans un hôpital, en tant que personne de classe ouvrière, dans une société stratifiée. Cette invisibilité la rendait dangereuse, précisément parce que personne ne la considérait comme une menace. Les officiers allemands parlaient librement devant elle parce qu'ils ne la voyaient pas vraiment. Elle était juste là, comme les murs, comme les meubles. Cette sous-estimation lui a donné un accès que le meilleur espion masculin, avec toutes ses compétences et sa formation, n'aurait jamais pu obtenir. Et la troisième leçon, peut-être la plus importante. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. Marie-Madeleine était terrifiée. Lisez les témoignages de ceux qui l'ont connue. Écoutez Maurice décrire comment ses mains tremblaient pendant la transmission radio. Lisez le journal de Renard notant qu'elle avait du mal à tenir un stylo après son infiltration de l'hôtel Meurice, parce que l'adrénaline faisait vibrer tout son corps. Elle avait peur. Peur constante, paralysante, existentielle pendant 4 ans. Elle savait exactement ce qui arrive aux espions capturés. Elle avait soigné leur corps brisé après les interrogatoires de la Gestapo. Elle vivait avec cette terreur chaque jour, et pourtant elle agissait quand même, jour après jour, année après année, jusqu'à ce moment final où, avec 16 heures pour sauver Paris, elle a pris la décision de marcher directement dans le quartier général militaire ennemi et de voler leurs secrets les plus classifiés. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la transcendance de la peur. C'est la capacité de dire « Oui, j'ai peur. Oui, je pourrais mourir. Mais il y a quelque chose de plus important que ma peur. Il y a 700 000 personnes qui vont mourir si je ne fais rien. » C'est ça le vrai courage. Aujourd'hui, si vous visitez Paris, vous pouvez voir les monuments que Marie-Madeleine a sauvés. La tour Eiffel s'élève toujours majestueusement au-dessus de la Seine. Le Louvre conserve toujours ses trésors artistiques. Notre-Dame, même après l'incendie de 2019, se tient toujours fièrement sur l'île de la Cité, ses fondations médiévales intactes,
parce qu'elles n'ont pas été pulvérisées par 15 tonnes de TNT en 1944. Des millions de touristes visitent ces sites chaque année. Ils prennent des selfies devant la tour Eiffel. Ils admirent la Joconde au Louvre. Ils marchent sur les ponts de la Seine et presque aucun d'entre eux ne sait qu'ils existent tous grâce à une infirmière de 32 ans qui a mémorisé une carte en 7 minutes. C'est peut-être exactement comme Marie-Madeleine l'aurait voulu. Elle n'a jamais cherché la gloire. Elle n'a jamais voulu être célébrée. Elle voulait juste faire son travail et aider les gens. Tenir sa promesse à un garçon mourant. Mais voici ce que j'espère que vous retiendrez de cette histoire. Dans votre vie, il y aura des moments où vous verrez quelque chose que personne d'autre ne voit, où vous entendrez quelque chose que personne d'autre n'entend, où vous comprendrez quelque chose que personne d'autre ne comprend. Ces moments sont des dons, des opportunités, des responsabilités. La question n'est pas « est-ce que j'ai les qualifications pour agir ?» La question est « est-ce que j'ai le courage d'agir ?» Marie-Madeleine n'avait pas de diplôme. Elle n'avait pas de formation. Elle n'avait pas de reconnaissance officielle. Elle avait juste une observation, une mémoire, et le courage de faire ce qui devait être fait. Et elle a sauvé 700 000 vies. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. Vous devez juste être présent, attentif et courageux. Le reste viendra. Parce que parfois, le destin d'une ville entière, d'une nation entière, peut reposer sur les épaules d'une seule personne ordinaire, qui refuse d'être un spectateur passif de l'histoire. Marie-Madeleine Fournier a choisi d'être actrice de l'histoire. Et Paris vit encore aujourd'hui à cause de ce choix. Quelle sera votre contribution? Quel moment silencieux dans votre vie ordinaire attend d'être transformé en quelque chose d'extraordinaire par votre attention, votre courage, votre action? L'histoire n'est pas faite seulement par les généraux et les présidents. Elle est faite par des infirmières qui écoutent, par des cuisiniers qui observent, par des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires quand personne d'autre ne regarde. Soyez cette personne. Le monde en a besoin.